La dernière scène que je vais présenter est une scène qui paraît très compliquée à faire, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est une scène qui paraît vraiment très très compliquée, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est très simple. C'est la scène où Olivia Wilde, Zoé, c'est la scène où Zoé, donc Olivia Wilde, est dans un endroit, elle est dans le salon. Et cette scène où elle est dans le salon, en fait, elle est avec, Sarah Bogler, avec donc, Eva, et elle est avec Mark Duplass, donc Franck. Donc Franck, Eva et Zoé. Zoé est toujours possédée et cherche à tuer. Elle cherche à tuer clairement et donc c'est ça qu'elle cherche, parce que c'est un film d'horreur. Elle cherche, à tuer, Eva et à tuer, Franck. Parce qu'à partir du moment où, à partir du moment où ses capacités se sont développées, à partir de ce moment-là, elle a commencé à avoir des doutes, des soupçons et elle a commencé à ne plus faire confiance. Et donc à partir du moment où elle n'a plus fait confiance, où elle a eu des doutes et des soupçons, elle a donc, perdu toute confiance en les personnes qui l'entouraient, notamment, Franck, son mari. Et les autres de son entourage, Zoé, Clay et Nico. Elle a perdu toute confiance et donc maintenant elle ne cherche plus qu'à les tuer. Comment est-ce que ça a été fait? Cette scène, je vais donc la contextualiser. Elle cherche à les tuer et Eva et Franck sont cachés derrière une sorte de bar et juste derrière c'est le salon, un genre de salon de repos parce que c'est quand même des chercheurs, il faut qu'ils se reposent. Donc il faut qu'ils se reposent, c'est des chercheurs, et il y a un genre de salon dans lequel peut-être ils parlent, discutent, ou alors contextualisent ce dont ils vont étudier. Et dans ce salon, à un moment, elle va arriver pour regarder s'ils sont là. Elle va hurler parce que, elle va hurler parce que Eva se sera levée pour pouvoir regarder. Elle devra partir seule et prendre. Je suis désolé, à la fin de cette vidéo, il y aura beaucoup de spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et donc, elle va devoir partir seule, voir si Zoé est toujours là. Et donc, elle part seule, voir si Zoé est toujours là. Franck se lève et la poursuit. Ils arrivent dans le salon. Et donc, il y a une coupure de courant. Il y a une coupure de courant, ils ne voient absolument rien. Ils ne voient absolument rien, ils sont dans le noir total. Et il y a cette coupure de courant. Ils rentrent à l'intérieur du salon. Et ils entendent que Zoé arrive de plus en plus près, et marche et se rapproche. Elle s'arrête, et à un moment, elle ouvre les bras comme ça, elle ouvre les bras vraiment comme ça, comme si elle portait quelque chose, comme si elle portait un poids lourd sur ses épaules, ou au-dessus d'elle, et elle regarde, elle regarde Franck, et elle regarde Eva, elle hurle, et on voit que le, que, le fauteuil qui est sur le côté se lève en lévitation, que la table qu'il y a au milieu se lève en lévitation, les meubles qu'il y avait sur le côté sur lesquels il y a un vinyle qu'on voit tout de suite au début, se lèvent et est en lévitation. Une petite boîte de jeux de société qu'il y avait sur la table, qui était un peu de travers, se lève et est en lévitation. Certes, pour contextualiser la chose, elle fait léviter tout le mobilier, tous les meubles, tous les fauteuils et tout objet qui peut rester sur une table et qui est contraint de devoir tomber quand on le confronte à la pesanteur, à la pesanteur, à la loi de la gravité. Donc tout objet qui est contraint d'être confronté à la loi de la gravité et de tomber est en lévitation. Cette scène-là, ça a été très facile à faire, même si on dirait que c'est super compliqué. C'est simple, tous les meubles ont été accrochés par plusieurs ficelles presque impossibles à voir.
et ils ont été accrochés par plusieurs ficelles presque impossibles à voir, et au-dessus, il y avait des anneaux qui raccrochaient ces ficelles, et donc la scène a été jouée, encore une fois avec un retardataire, et le retardataire était en haut des ficelles accrochées aux petits anneaux. Donc il y avait des petits anneaux, et la ficelle était accrochée aux petits anneaux. Il y avait un retardataire au-dessus, certainement. Il y avait un retardataire au-dessus qui raccrochait cette ficelle, et le retardataire, lui qui raccrochait cette ficelle, allait donc, lorsque Olivia Wilde, Zoé, allait ouvrir les bras, faire monter d'un coup sec la corde, et tous les meubles allaient se lever. Seulement, comme c'est des cordes très fines, à l'image, même avec une caméra, on ne les voit pas. Généralement, on met beaucoup de ficelles. Parce que c'est quand même des meubles, c'est lourd. Et donc, on met beaucoup de ficelles, et généralement, on utilise des fils de pêche. Parce que les fils de pêche sont tellement blancs, transparents et translucides que même avec une caméra, on ne les voit pas. Même avec une caméra IMAX, on ne les verrait pas. Donc un fil de pêche, c'est tellement fin, tellement petit, tellement translucide, enfin peut-être pas translucide parce que translucide ça veut dire transparent, mais c'est tellement fin et tellement petit qu'un fil de pêche, on ne le verrait pas avec une caméra. Même une caméra genre IMAX qui a été utilisée pour le film Nope, le dernier film de Jordan Peele. Donc c'est tout simplement comme ça qu'a été fait cette scène. Un retardataire, une corde qui a été accrochée, et le temps que Olivia Wilde puisse ouvrir ses bras, jouer la scène de celle qui met en lévitation tous les meubles, le retardataire a tiré tous les meubles vers le haut. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est simple. Bon, j'ai terminé, je mettrai une petite image de la scène à la fin, et on va passer au point que j'avais envie de rattraper par rapport à ma critique. Le feu, je disais dans ma critique que le feu avait été utilisé avec du faux papier et du faux plastique très léger, car il faut savoir que de temps en temps, il faut savoir que dans les films, on n'utilise pas tout le temps le feu. Dans les films, on n'utilise pas tout le temps le feu, parfois on utilise des rangées en plastique. On utilise des rangées en plastique à l'intérieur desquelles on fait passer de l'air très puissant, donc c'est des ventilateurs en fait. C'est des ventilateurs qu'on met sur les côtés des murs, pour montrer que ça brûle, que les murs brûlent. Et ces ventilateurs sont au pied des murs par terre, et il y a une puissance de ventilation tellement forte que les feuilles de plastique vont commencer à bouger comme des flammes et vont faire des mouvements pas des mouvements de rotation, mais des mouvements plutôt des aléas ils vont se secouer d'avant en arrière comme des flammes. Voilà. Il faut savoir qu'on peut utiliser cette technique. On peut utiliser cette technique-là. On peut mettre une ventilation très puissante dans une sorte de module très petit qu'on met contre les murs. Et alors cette ventilation va lever les morceaux de plastique vers le haut, qui vont faire des mouvements d'avant en arrière et qui vont faire des mouvements d'ondulation. Et on va avoir l'impression visuellement derrière la caméra que ça ressemble à des flammes. On va mettre des lumières jaunes en dessous, des lumières vives et puissantes. Et après, l'acteur ou l'actrice qui se trouve entre les flammes et derrière la caméra va pouvoir jouer tout en ayant l'impression que ce soit des flammes. Ici, pour avoir l'impression que ce soit des flammes, ils ont utilisé des flammes. Ils ont utilisé du feu. Ce qu'on peut faire aussi en cinéma, quand on veut utiliser du feu, qu'on veut mettre une fin avec du feu, ou alors qu'à un certain moment du film, on brûle une maison ou on fait exploser une voiture. C'est un exemple tout simple. Quand on brûle une maison, par exemple, ou alors quand on fait brûler quelque chose dans un film, on peut utiliser du vrai feu. Là, pour Lazarus Effect, c'est du vrai feu qui a été utilisé. On met une bonbonne de gaz dans laquelle on fait passer un tuyau. Il y a un tuyau en métal qui passe. Il y a un tuyau en métal qui est relié à cette bonbonne de gaz, et il y a une pression qui est mise
à l'intérieur et cette pression monte très, 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 très haut et on voit il y a un compteur qui monte, qui indique la pression de plus en plus fort. La pression, on la met jusqu'à où on veut qu'elle aille et ensuite on fait passer le gaz dans le tuyau en métal. Chaque tuyau en métal a un petit trou. Il y en a, il y en a 4, 5 ou peut-être 6. Si on veut vraiment avoir beaucoup de flammes, généralement il y en a 4 ou il y en a 5. Il y en a 4, il y en a 5, généralement quand on veut beaucoup de flammes. Là, ce qu'on peut faire dans ces conditions-là, quand on tourne un film, ce qu'on peut faire, c'est cadrer la personne qui est censée être dans le feu uniquement derrière les flammes et rapprocher la caméra. On peut faire ça quand on utilise les flammes et c'est ce qu'ils ont fait pour Lazarus Effect. Pour Lazarus Effect, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé un gaz qu'ils ont mis dans une bonbonne relié à un tuyau dans lequel il y avait 4 trous, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, en regardant le tournage, j'ai vu 4 trous passer dans un tuyau auquel il y avait déjà une petite flamme. Il y avait déjà une petite flamme qui s'échappait des 4 trous. Ce qu'on fait ensuite, quand les 4 petites flammes s'échappent des 4 trous, on allume le gaz, et donc il y a 4 petites flammes qui vont s'échapper. Ensuite, pour augmenter les 4 petites flammes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un allume-feu. On va aller chercher un allume-feu, donc un briquet ou quelque chose comme ça. C'est plus grand qu'un briquet, évidemment, c'est beaucoup plus grand qu'un briquet. Pour le cinéma, c'est un genre d'allume-feu, un genre de chalumeau, voilà. Je ne retombais plus sur le nom. C'est un genre de chalumeau, et c'est un peu le même genre que vous avez chez vous pour allumer des bougies le soir. C'est un peu le même genre, et on va prendre un chalumeau, on va l'allumer, on va garder la flamme, et on va venir poser la flamme du chalumeau sur cette flamme qui s'échappe du tuyau. La flamme va donc grandir, et quand on aura allumé, en posant la flamme du chalumeau sur les 4 flammes, ça fera un feu qui aura une taille assez grande pour pouvoir imaginer un incendie. La personne qui est censée se trouver dans le feu, donc là c'était Olivia Wilde qui jouait Zoé, on va uniquement la cadrer dans le centre des flammes pour montrer qu'elle est dans le feu. Dans un cas différent, dans lequel par exemple tu veux que la flamme soit de côté par rapport au cadre de la caméra, si tu veux que la flamme soit cadrée de côté par rapport à la caméra, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend la même technique. On prend un tuyau dans lequel on fait passer du gaz. Il y a 4 trous. Quelqu'un vient donc les allumer avec le chalumeau. La flamme grandit, devient à tel point qu'on pourrait croire une flamme d'incendie. La personne qui est censée se trouver à côté de la flamme va être cadrée, mais la caméra va monter pour ne pas qu'on voit les tuyaux. Ça se passerait comme ça d'une certaine manière, ou alors on utilise la technique dont je vous ai parlé avant. Cette technique qui est donc d'utiliser du papier ou des plastiques très légers qui vont faire le mouvement d'une flamme, et on va les allumer avec une couleur jaune très vive, et on va mettre une ventilation très puissante pour avoir l'impression que ce soit des flammes. C'est comme ça qu'on fait en sorte de jouer avec le feu dans le cinéma. C'est comme ça qu'on joue avec le feu dans le cinéma. C'est soit avec la première technique, avec les mouvements d'ondulation qui sont faits avec des plastiques très légers, soit avec du vrai feu, donc du gaz et un tuyau sur lesquels il y a 4 trous sur lesquels on va venir allumer avec un chalumeau et faire une grande flamme et cadrer uniquement la personne qui est censée se trouver dans les flammes. C'est comme ça que ça se passerait. Et dernière chose à propos du film Lazarus Effect. Il faut savoir que Mark Duplass, Olivia Wilde, Donald Glover, Evans Peters, Sarah Bogler étaient très intéressés par le film et très accrochés ils étaient très accrochés à l'histoire du film. Donc ils n'étaient pas uniquement dans le film pour pouvoir avoir accepté de jouer. C'est simple, Olivia Wilde avait dit durant une interview, elle avait dit que c'était un film avec un message très important. Elle avait dit que c'était un film très important parce que ça parle de renaissance, ça parle de mort, ça parle à peu près, ça parle à peu près d'une deuxième vie. Donc c'était très important pour Olivia Wilde
très important pour Mark Duplass, pour Donald Glover, Evan Peters et Sarah Bogler. C'était très important pour eux parce que c'est un peu un film qui parle d'une deuxième vie et d'une deuxième manière de voir la vie. C'était quelque chose de très important, donc il faut savoir que les acteurs de ce film, les acteurs principaux que je viens de citer plusieurs fois pendant la vidéo, étaient vraiment très accrochés au film. Ils étaient vraiment très accrochés au film et à la manière dont le film a été fait. Et il faut savoir que ça a été vraiment, vraiment très difficile de faire les make-up comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez clairement, mais ces make-up-là ont été très, très compliqués à faire. Olivia Wilde avait dit qu'elle avait beaucoup aimé cette fois-ci jouer le rôle de quelqu'un avec une violence et une sensibilité. Elle avait dit en interview qu'elle avait aimé jouer quelqu'un avec une sensibilité, avec un cauchemar derrière un passé très perturbant, avec une sensibilité très émotionnelle dans le film. Elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé jouer ce rôle avec une sensibilité et qui en même temps est un rôle méchant. Et que les make-up l'avaient fort intéressée et avaient été fort difficiles à faire, qu'il avait fallu beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir faire les make-up. Si je me rappelle bien, il a fallu au moins 3 ou 4 heures pour pouvoir copier l'impression qu'une personne est en train de brûler. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette photo-là, c'est pas qu'elle est en train de brûler. On voit réellement sa peau qui est en train de brûler comme si du papier était en train de brûler. Donc il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir imaginer quelque chose où on a l'impression qu'une personne avec de la peau et de la chair humaine est en train de brûler comme si c'était du papier. Donc il a fallu beaucoup de temps pour faire ça. Donc elle était vraiment très intéressée par le personnage méchant avec une sensibilité touchante dans le film et avec un passé très contraignant. Il faut savoir que le film a touché vraiment les acteurs et était un film qui les a fort intéressés, non pas seulement dans le contexte du film, pas seulement par rapport pas seulement par rapport à la manière dont il a été contextualisé, mais vraiment par rapport à ce qu'il explique. C'est un film qui a fort touché les acteurs car ils étaient vraiment très intéressés et vraiment, vraiment à fond dans le type phare de la Renaissance. Ils étaient vraiment dans l'univers de Renaissance, Deuxième Vie. Et cet univers de Renaissance et de Deuxième Vie les a fort touchés, donc c'est un film qui a beaucoup compté. Il l'avait dit lors du tournage que c'est un film qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Mark Duplass avait dit que c'était un film qui avait beaucoup de potentiel, comme Olivia Wilde. C'était un film qui avait beaucoup de potentiel, elle l'avait dit aussi. Donc c'est un film qui a touché vraiment les acteurs parce que ce film avait un potentiel énorme et avait ce petit plus à lui. Ça c'est moi qui le dis, mais je trouve que c'est vrai. Ce film a ce petit plus à lui, il a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les films d'horreur de possession. Il a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les films de possession, quelque chose avec une histoire sentimentale, émotionnelle, quelque chose avec un passé qui n'est pas nécessairement lié à un démon ou à un être surnaturel, qui n'est pas nécessairement lié à un démon, un être surnaturel ou maléfique. C'est vraiment lié seulement à la recherche. Et c'est ça, je crois, C'est ça, je crois, qui a poussé Mark Duplass, Olivia Wilde, Donald Glover, Evan Peters et Sarah Bogler à vraiment s'intéresser au film. C'est que ça pousse vraiment vers la recherche. C'est pas que ça pousse le film vers quelque chose de maléfique, de malveillant ou alors d'un démon. C'est pas ça, ça pousse vers la recherche, vers la médecine. Donc, ils étaient vraiment intéressés. Ça, c'était une chose que je voulais dire par rapport au film. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain film sur lequel je vous expliquerai comment ça a été fait derrière la caméra. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Lazarus Effect. Donc aujourd'hui on va parler de Lazarus Effect et j'avais fait déjà une vidéo sur ce film. Et ce matin, à l'heure où je vous parle, là maintenant ce matin, j'avais pris le temps de revoir cette vidéo
parce que j'avais totalement oublié. J'avais totalement oublié cette vidéo, j'avais oublié que je l'avais faite. Je ne savais même plus si j'avais critiqué ce film. Je ne savais même plus si j'avais fait une critique constructive sur ce film. J'en avais fait une, donc j'ai repris le temps de l'écouter. J'ai repris le temps de l'écouter, mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que par rapport au fait que j'ai réécouté cette vidéo, que j'ai réécouté la critique que j'ai faite sur ce film, on va revenir sur Lazarus Effect. Donc j'ai le Blu-ray avec moi. J'ai le Blu-ray avec moi et on va revenir sur Lazarus Effect, un film par les producteurs de The Purge, Paranormal Activity et Insidious. On va revenir sur ce film, Lazarus Effect, et je vais un peu vous parler de ce film, pas par rapport au film, le film, mais par rapport au jumpscare. Je vais vous parler du film par rapport à ces jumpscares, vous montrer un peu comment ils ont été faits en fait. En fait, je vais vous montrer comment les jumpscares ont été faits, comment est-ce qu'on peut avoir l'impression que ça soit vrai, comment est-ce qu'on peut avoir l'impression que ça ne soit pas vrai non plus, comment est-ce qu'on peut avoir l'impression que ça ait l'air si réel alors que ce n'est que du paranormal et que c'est de la fiction. Donc, je vais un peu vous montrer comment est-ce qu'ils font ça. Comment est-ce qu'ils font ça dans les films? Donc ce matin, j'ai pris le temps de vraiment bien analyser un peu le parcours des acteurs. Donc j'ai pris le temps d'analyser le parcours des acteurs et de l'actrice principale, celle qui est en tête d'affiche, Olivia Wilde. Et j'ai aussi pris le temps d'analyser comment les acteurs ont été interviewés par rapport au film. Comment est-ce que Mark Duplass, Olivia Wilde, Donald Glover, Evan Peters et Sarah Bogler ont été interviewés par rapport au film. Qu'est-ce qu'ils en ont retiré comme expérience? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé? À quel point ils se sont investis, sachant qu'il n'y a que des bons acteurs. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. Et je vais vous dire, en vous montrant des photos, sinon ce serait pas drôle, parce que pour les personnes qui n'ont pas vu le film, ce serait pas drôle. Et donc, en vous montrant des photos, en sachant que la première photo qui va apparaître ne fait pas du tout partie du film, c'est une photo promotionnelle qui a été mise dans la bande-annonce. C'est une photo promotionnelle, une image, enfin, pas une photo, ni une image, encore moins. Ce n'est pas une image, c'est pas une capture d'écran, c'est pas une photo, c'est une scène qui a été mise dans la bande-annonce, mais qui ne fait pas partie du film. Cette scène qui a été mise dans la bande-annonce et qui ne fait pas partie du film est une scène promotionnelle. Une scène promotionnelle ne fait que partie du marketing et de la promotion du film. C'est une scène qui a été mise dans la bande-annonce pour pouvoir attirer le public vers le film. Donc cette scène promotionnelle que je vais vous montrer maintenant en photo, donc en capture d'écran. Donc je vais vous la montrer en photo et en capture d'écran parce que après chaque explication de comment s'est passé comment ça s'est passé pour le fait qui se passe dans le film, je mettrai une photo de ce dont je vais parler. Donc là, je vais mettre une photo de cette scène promotionnelle qui a été mise dans la bande-annonce mais qui n'est pas dans le film. C'est une scène qui a été tout simplement rajoutée à la bande-annonce pour pouvoir attirer le public vers le film. Et je vais mettre une photo, mais elle n'est pas dans le film, vous ne pouvez pas la voir dans le film, elle a été coupée au montage. Elle a été coupée au montage et à la fin de la vidéo, je reviendrai sur le film Lazarus Effect par rapport aux acteurs et par rapport à la manière dont le film a été tourné. Et je ferai un point sur quelque chose de très important que je n'ai pas dit et que je vais dire à la fin de la vidéo. Donc, la première image, ce sera celle-ci qui ne fait pas partie du film. Je vais vous la montrer, elle va arriver maintenant. Donc, cette capture d'écran aussi qui fait partie d'une scène promotionnelle n'apparaît pas dans le film.
Alors, la scène suivante fait partie intégrante du film. Donc la scène suivante fait partie intégrante du film et c'est une scène qu'on retrouve vers le début. C'est une scène qu'on retrouve vers le début du film, je dirais, plus ou moins. C'est la scène où le miroir se casse et qu'il y a Zoé qui s'approche un peu plus du miroir et qui voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc cette scène avec le miroir où Zoé s'approche un peu plus et regarde le miroir avec l'impact dessus. En gros, le miroir se casse. Le miroir se casse sans même qu'on ait à le toucher. Zoé ne l'a pas touché, ne l'a pas regardé, elle n'a rien fait, mais le miroir se fracture, il se casse et explose devant elle. Comment est-ce qu'on fait ça en cinéma? En cinéma, c'est simple, on fait un cadre. On va faire un cadre en cinéma, qu'il soit en métal ou en bois. Généralement, c'est en métal. Et on va faire un cadre en métal sur lequel on va le mettre contre le mur. Et ce cadre en métal va rester contre le mur. Et sur le cadre en métal, on va venir poser le miroir. Derrière le miroir, il y a un déclencheur avec une sorte de détente, si on peut appeler ça comme ça. Derrière, il y a un déclencheur avec une sorte de détente, si on peut appeler ça comme ça, et un minuteur. Le minuteur prendra en considération le temps que Zoé, Olivia Wilde, mettra pour arriver juste en face du miroir et jouer la scène. Au moment où le minuteur arrivera à sa fin, Olivia Wilde sera devant le miroir, Zoé sera devant le miroir, et le déclencheur va lâcher la détente pour qu'elle tape à l'arrière et fracture le miroir. C'est comme ça que ça se passe, mais vous vous dites, Hugo, c'est pas tout, il s'est passé quelque chose d'autre avec ce miroir. Et oui, dans le miroir, un moment, elle se regarde et elle voit son visage, et de l'autre côté, là où c'est fracturé, juste à côté d'elle, elle voit que son visage se penche vers le côté. Elle voit que son visage, à elle, reste droit, focalisé. Elle voit que son visage reste focalisé sur ce qui se passe, mais que son visage, dans l'impact, lui, se penche sur le côté comme pour la regarder. Comment est-ce qu'on fait ça en cinéma? En cinéma, on fait appel à une doublure. On fait appel à une doublure qui va se mettre derrière le miroir, derrière l'impact, et qui va venir, en sachant que c'est un faux miroir. En sachant que c'est un faux miroir, on va faire appel à cette doublure qui va venir se mettre derrière, en face de Zoé, en face d'Olivia Wilde. Et la doublure de Olivia Wilde, la doublure de Zoé, va venir se mettre en face, mais de l'autre côté du miroir. Et elle va pencher son visage et on aura l'impression qu'à l'intérieur, le visage de Zoé se penche aussi. C'est seulement sa doublure de l'autre côté. C'est comme ça qu'on fait ça en cinéma. Donc c'est comme ça qu'on fait ça en cinéma. Et je vais vous mettre l'image de comment est la scène. Donc c'est une capture d'écran de la scène. On ne voit pas en partie intégrante le miroir, mais on voit en partie intégrante la scène avec le miroir et Zoé. Je vais vous mettre une image maintenant et ensuite je passerai à la suivante. La scène suivante est très simple, mais se munit aussi d'un minuteur. Donc la scène suivante est assez simple, mais se munit aussi d'un minuteur. La scène suivante, c'est celle où on voit Eva, donc Sarah Bogler. Donc la scène suivante, c'est celle où on voit Eva et Olivia Wilde. Donc Eva et Zoé. Comment se passe cette scène? Bon, je vous donne un peu le contexte. Je vous contextualise comment ça s'est passé. Il y a Eva qui est en train de chercher Zoé. Zoé a déjà commencé à avoir des comportements bizarres et se comporte de manière spéciale.
Donc Zoé se comporte de manière spéciale et va commencer à avoir un comportement bizarre, va commencer à se cacher et à faire des choses qui ne sont pas censées être faites par les humains. À ce moment-là, Eva, elle va commencer à la chercher. Et donc, à ce moment-là, Zoé se montre, donc Olivia Wilde, et Eva la supplie de ne pas la tuer. Donc Eva, Sarah Bowler. Je vous dis les noms des acteurs, comme ça vous savez qui incarne qui. Sarah Bogler, qui incarne Eva, va donc supplier Zoé, Olivia Wilde, de ne pas la tuer. Elle va s'avancer, elle va mettre son bras comme ça et commencer à réciter le Sainte Mère de Dieu. Voilà. Donc, Zoé va commencer à réciter le Sainte Mère de Dieu, le Notre Mère. Donc elle va commencer à réciter une prière. Je sais plus si c'est Notre Mère ou Sainte Marie. Bref. Bref, je ne sais plus ce qu'elle récite, mais elle récite une prière. Donc elle va commencer à réciter une prière. Sa voix est modifiée, ça se fait avec un ordinateur. À ce moment-là, elle va tendre son bras, comme je l'ai dit en début de vidéo, et elle va tendre son bras vraiment tendu, comme ça. Elle va le garder, et Eva va partir d'un coup sec, d'un coup franc et brut. Elle va partir d'un coup sec et d'un coup franc et brut contre la porte qui va s'ouvrir et rentrer à l'intérieur de son cauchemar. À ce moment-là, j'avais fait une critique sur ce moment précis du film. J'avais fait une critique dans la critique du film, j'avais fait une critique sur ce moment précis du film. C'est à ce moment-là qu'elle se retrouve à l'intérieur du cauchemar et qu'elle referme la porte derrière elle, réflexe que j'ai trouvé con. Mais ce réflexe, en fait, a une raison. J'y ai réfléchi en regardant le film la dernière fois. Ce réflexe a une raison, c'est simplement que comme elle est violente et comme elle est possédée par le mal, par une entité maléfique ou malveillante, elle se protège et referme la porte derrière elle. Réflexe totalement normal. Euh, donc, euh, donc, à ce moment-là, elle est projetée vers l'arrière et les portes s'ouvrent. Comment est-ce qu'on fait ce genre de scène? Ce genre de scène, c'est simple. Sarah Bogler, l'actrice qui incarne Eva, avançait de plus en plus dans la scène et commençait à jouer son rôle. Sauf que Sarah Bogler avait un harnais contre le torse, contre le ventre. Elle avait un harnais qu'on met généralement contre le torse et qu'on accroche ici pour ne pas faire mal à l'estomac ou au ventre. Donc pour ne pas faire mal à la poitrine ou au ventre, généralement, c'est un harnais qu'on accroche ici et qu'on sangle comme ça. Ça se passe avec un harnais et avec une corde tendue vers l'arrière. Donc c'est un genre de sac, c'est un genre de sac, et derrière il y a un harnais accroché à une corde vraiment, les cordes en métal assez dures. Et ces cordes en métal assez dures sont munies d'un retardataire. Ces cordes en métal assez dures sont accrochées au harnais qu'elle possède, harnais qu'on enlève par ordinateur. Harnais qu'on enlève par ordinateur, eh bien, ce harnais et cette chaîne qu'il y a derrière, cette chaîne, cette corde en métal dur, est munie d'un retardataire, donc d'un décompte. Elle est munie d'un décompte, un décompte qui dure le temps qu'il faudra à Sarah Bogler et à Olivia Wilde pour jouer la scène. Une fois que la scène est jouée par Olivia Wilde et que Sarah Bogler a joué la scène avec Olivia Wilde, une fois que la scène est terminée et que l'acte en soi, une fois que l'acte du film est terminé, parce qu'il y a des scènes et des actes, une fois que la scène est terminée, le retardataire va donc commencer à tirer de plus en plus. Et donc le retardataire va commencer à tirer de plus en plus. Et quand la scène sera vraiment tout à sa fin, et que Olivia Wilde va faire ce geste-là, le décompte du retardataire va tirer Sarah Bogler vers l'arrière, et comme ça, en même temps, le décompte va ouvrir les portes, et on va avoir l'impression qu'elle part vraiment vers l'arrière en étant projetée par une puissance maléfique. C'est comme ça que ça se passe pour cette scène-là. Je vais vous mettre l'image après, encore une fois, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est un décompte pour les portes qui s'ouvrent en même temps que ça tire, et il y a un retardataire qui va tirer Sarah Bogler, notamment Eva, et Olivia Wilde, elle va juste rester là et continuer la scène.
la scène suivante qui précédera celle-ci. Je vais vous mettre l'image et je continuerai avec une suivante. Celle-ci est assez simple, vous vous en doutez. Vous vous en doutez, celle-ci est assez simple, je crois que tout le monde l'avait compris depuis le début du film. Tous ceux qui ont déjà vu Lazarus Effect, je crois que vous l'avez compris. Pour vous contextualiser la chose, pour vous contextualiser la scène en soi, Zoé, pas Eva, Zoé vient d'être ressuscitée. On a donc mis un drap par-dessus Zoé pour pouvoir éviter de montrer qu'il y a une femme abandonnée et qu'on a charcuté cette femme, comme ils disent dans le film. Comme ils disent dans le film, pour pouvoir éviter de montrer au gardien qui va arriver et surveiller les lieux du laboratoire, pour éviter de laisser une femme en évidence sur la table sur laquelle on a essayé de la ramener à la vie, donc Zoé, incarnée par Olivia Wilde. Pour éviter de la laisser en évidence, on met un drap par-dessus, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, ça peut être un chien comme au début du film. Après que le gardien soit passé, dans le contexte de cette scène, après que les gardiens soient passés et qu'ils se soient tous cachés, donc après que Clay se soit caché, donc Evans Peters, après que Eva se soit cachée, donc Sarah Bogler, après que Nico se soit caché, donc Donald Glover, après que Marc Duplass qui jouait Frank, après qu'ils se soient tous cachés, comme ça vous avez le contexte de qui joue qui, eh bien, après qu'ils soient tous cachés, ils reviennent dans le laboratoire, et pour vous contextualiser la chose, Zoé est debout. Zoé est debout sur la chaise longue. Donc, sur la chaise, je crois que c'est une chaise d'autopsie, donc les chaises droites, ces chaises qu'on peut remettre vers le bas et qui finissent par devenir des tables d'autopsie, eh bien, quand elle est debout sur la table d'autopsie, enfin, elle n'est pas debout, elle est assise, mais il y a juste son buste qui est vers le haut. Pour faire ça, c'est simple, on a utilisé un mannequin. C'est simple, il n'y a pas plus à dire, on a utilisé un mannequin qui s'est levé automatiquement comme ça. Et on a l'impression que c'est Olivia Wilde, mais si vous regardez bien, vous allez me dire encore une fois, oui, mais Hugo, comment ça se fait qu'après, quand ils enlèvent le drap, ce soit Olivia Wilde? Eh bien, c'est simple, ce sont des scènes qui se font en deux parties. Ce sont des scènes qui se font en deux parties. Première partie, on installe le mannequin, on met le drap. Deuxième partie, il y a un cut. On va poursuivre la même scène. Et alors, donc Marc Duplass, donc Frank, va enlever le drap et Olivia Wilde reste dans la même position qu'était le mannequin. C'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait réellement un mannequin. Mais c'est un mannequin parce que quand on regarde comment a été fait la scène, les épaules sont très droites. On regarde la scène, on a l'impression que c'est Olivia Wilde, mais c'est pas Olivia Wilde. Parce que scientifiquement parlant, ça a été prouvé que les femmes ont des épaules un peu plus vers le bas. Et quand vous regardez le mannequin, il a des épaules toutes droites, un peu comme un homme. Donc c'est un mannequin. Mais après, quand on poursuit la scène et que Marc Duplass, donc Frank, vient enlever le drap, on voit que c'est Olivia Wilde. Cette scène a simplement été faite par un mannequin, c'est tout. Il n'y a pas de chose à dire autre que ça. Ça a été fait avec un mannequin qu'on a mis dans une position très droite et assise sur une table d'autopsie. Et ensuite, Olivia Wilde est venue se mettre dans le deuxième cut et dans la deuxième partie de la scène, rejouer son personnage assis dans la même position. Ça s'est passé comme ça et on peut voir que c'est un mannequin par la simple position des épaules. Par la simple position des épaules, on peut voir que c'est un mannequin parce que le mannequin a des épaules très droites et très plates.
tandis que les femmes ont des épaules plus petites et plus penchées vers le bas, et que les hommes ont des épaules plus larges et plus droites. Donc ça a été prouvé scientifiquement. Donc c'est grâce à ça qu'on voit que c'est un mannequin. Je vais vous mettre une photo du mannequin et de la scène en soi que j'ai contextualisée et que je vous ai raconté. Donc je vous ai contextualisé et je vous ai dit comment ça s'est fait en cinéma. C'est simple, c'est avec un mannequin et c'est avec l'actrice Olivia Wilde et le personnage de Zoé. C'est comme ça que ça s'est passé, je vais vous mettre une photo maintenant et je passerai à la scène suivante. La scène suivante, la scène suivante, et peut-être la dernière, est l'une des plus compliquées. C'est l'une des plus compliquées et j'avoue que c'est fait de deux manières. C'est fait de deux manières, c'est l'une des plus compliquées et c'est une scène qui est souvent utilisée pour les films d'exorcisme. Donc cette scène qui est souvent utilisée pour les films d'exorcistes, c'est cette scène où un personnage est à l'endroit et un autre est à l'envers. Ça peut se faire de plusieurs manières. Soit l'actrice possédée dans le film, qui jouera donc le possédé, va être suspendue à l'envers par des harnais. Soit ce que l'on fait, c'est qu'on utilise un mannequin, qu'on maquille exactement comme l'actrice. Ou alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, une solution bien plus facile, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça se joue dans un studio. D'ailleurs, le film lui-même a été fait dans un studio. Mais solution bien plus facile qui a été mise en place d'ailleurs par James Wan dans Conjuring 2, parce qu'il y a une scène où on retrouve dans Conjuring 2 un personnage qui est à l'envers, tête vers le bas, et un personnage qui marche, dans la scène sur laquelle ça va être joué. Comment ça se fait ce genre de scène? James Wan a mis en place quelque chose pour pouvoir faire ce genre de scène qui est très astucieux. C'est pas qu'il accroche un mannequin suspendu à l'envers pour faire croire que la personne a le pouvoir de se tenir contre contre les murs, la tête à l'envers. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inversé. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a inversé le studio. C'est-à-dire qu'il a fait un studio exactement le même qu'à l'endroit où ça s'est fait tourner, sauf qu'il a mis le plafond par terre et a mis le sol au-dessus. Alors la caméra, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va tourner. La caméra, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va tourner le même plan droit. Alors on aura l'impression que l'actrice qui est à l'endroit sera à l'envers et que celle qui est à l'envers sera à l'endroit. Mais vous vous dites, comment est-ce que l'autre a fait pour tenir debout? Ça se fait avec des harnais. Je pense. Très souvent, ça se fait avec des mannequins. Très souvent, ça se fait avec des mannequins qu'on maquille et qu'on laisse juste tomber avec un harnais qui les suspend. Et le reste se fait par ordinateur, parce que très souvent, c'est fait par ordinateur. Mais de temps en temps, James Wan avait mis cette solution au point, c'est d'inverser le plafond avec le sol. Il avait mis en contexte toute la scène qui était censée faire peur dans Conjuring 2, et il avait mis un plafond par terre, il avait mis le dessus, voilà. Il avait tout inversé, et il avait fait ça pour une scène qui se passait dans une cuisine, où à un moment, tu as l'impression que la jeune fille est au plafond, mais en fait, elle est juste en studio, dans la maison dans laquelle ça s'est passé, mais sur le sol, qui est en fait une copie parfaite du
du plafond. Ça, c'est à peu près comment on peut le faire aussi. Ou alors on prend une actrice, elle est suspendue à l'envers, mais c'est très mauvais pour la circulation du sang, et on fait ça avec des harnais. Mais très souvent, c'est avec des mannequins, parce que comme ils sont pas toujours en évidence, on peut les laisser tomber d'un coup sec, et alors ça montre quelqu'un derrière qui se tient à l'envers. Ou alors on fait ça de manière différente, c'est qu'on fait ça en 2 scènes différentes et on les assemble en ordinateur pour n'en faire plus qu'une. C'est-à-dire que par exemple, Olivia Wilde, qui se tenait à l'envers, a été tournée sur une scène inversée, et Sarah Bogler, elle, se tenait à l'endroit et jouait la scène normalement. On a assemblé les deux en ordinateur et on a coupé la ligne qui séparait les deux. Et on a reformé à peu près ce qu'il y avait dans le décor au fond, on reforme à l'ordinateur et on coupe les deux scènes qu'on met superposées l'une sur l'autre. Ça peut marcher et on refait tout à l'ordinateur pour qu'il n'y ait plus l'impression qu'il y ait une horizon qui sépare les deux. On peut faire ça, ou alors on utilise simplement un mannequin. Je sais que je me répète avec le mannequin, c'est parce que c'est souvent utilisé dans les films de possession. Même si Lazarus Effect est un film différent d'un film de possession normal. Je vais pas dire que c'est un film différent d'un film de possession normal. C'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y a de la possession, mais on n'est pas sûr de contextualiser ça comme ça. Je vais encore mettre une photo à la fin, et puis après ce sera la dernière. Après ce sera la dernière qui est très facile et qui pourtant n'a pas l'air du tout d'être très très facile. Elle n'a pas l'air du tout d'être très très facile, mais c'est la dernière, et après la vidéo sera terminée. Et je vous expliquerai un peu ce que j'ai à dire sur Lazarus Effect. La dernière scène que je vais présenter est une scène qui paraît très compliquée à faire, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est une scène qui paraît vraiment très très compliquée, mais qui en fait ne l'est pas du tout. C'est très simple. C'est la scène où Olivia Wilde, Zoé, c'est la scène où Zoé, donc Olivia Wilde, est dans un endroit, elle est dans le salon. Et cette scène où elle est dans le salon, en fait, elle est avec Sarah Bogler, avec donc Eva, et elle est avec Mark Duplass, donc Frank. Donc Frank, Eva et Zoé. Zoé est toujours possédée et cherche à tuer. Elle cherche à tuer, clairement. Et donc c'est ça qu'elle cherche, parce que c'est un film d'horreur. Elle cherche à tuer Eva et à tuer Frank. Parce qu'à partir du moment où ses capacités se sont développées, à partir de ce moment-là, elle a commencé à avoir des doutes, des soupçons, et elle a commencé à ne plus faire confiance. Et donc, à partir du moment où elle n'a plus fait confiance, où elle a eu des doutes et des soupçons, elle a donc perdu toute confiance en les personnes qui l'entouraient, notamment Frank, son mari. Et les autres de son entourage, Zoé, Clay et Nico. Elle a perdu toute confiance, et donc maintenant elle ne cherche plus qu'à les tuer. Comment est-ce que ça a été fait? Cette scène, je vais donc la contextualiser. Elle cherche à les tuer, et Eva et Frank sont cachés derrière une sorte de bar, et juste derrière, c'est le salon, un genre de salon de repos, parce que c'est quand même des chercheurs, il faut qu'ils se reposent. Donc il faut qu'ils se reposent, c'est des chercheurs, et il y a un genre de salon dans lequel peut-être ils parlent, discutent, ou alors contextualisent ce dont ils vont étudier.
Et dans ce salon, à un moment, elle va arriver pour regarder s'ils sont là. Elle va hurler parce que elle va hurler parce que Eva se sera levée pour pouvoir regarder. Elle devra partir seule et prendre je suis désolé, je suis désolé, à la fin de cette vidéo, il y aura beaucoup de spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et donc, elle va devoir partir seule, voir si Zoé est toujours là. Et donc, elle part seule, voir si Zoé est toujours là. Franck se lève et la poursuit. Ils arrivent dans le salon. Et donc, il y a une coupure de courant. Il y a une coupure de courant, ils ne voient absolument rien. Ils ne voient absolument rien, ils sont dans le noir total, et il y a cette coupure de courant. Ils rentrent à l'intérieur du salon, et ils entendent que Zoé arrive de plus en plus près, et marche et se rapproche. Elle s'arrête, et à un moment, elle ouvre les bras comme ça. Elle ouvre les bras vraiment comme ça. Comme si elle portait quelque chose, comme si elle portait un poids lourd sur ses épaules, ou au-dessus d'elle, et elle regarde, elle regarde Franck, et elle regarde Eva. Elle hurle, et on voit que le, que, le fauteuil qui est sur le côté se lève en lévitation, que la table qu'il y a au milieu se lève en lévitation. Les meubles qu'il y avait sur le côté, sur lesquels il y a un vinyle qu'on voit tout de suite au début, se lève et est en lévitation. Une petite boîte de jeux de société qu'il y avait sur la table, qui était un peu de travers, se lève et est en lévitation. Certes, pour contextualiser la chose, elle fait léviter tout le mobilier, tous les meubles, tous les fauteuils et tout objet qui peut rester sur une table et qui est contraint de devoir tomber quand on le confronte à la pesanteur, à la loi de la gravité. Donc tout objet qui est contraint d'être confronté à la loi de la gravité et de tomber est en lévitation. Cette scène-là, ça a été très facile à faire, même si on dirait que c'est super compliqué. C'est simple, tous les meubles ont été accrochés par plusieurs ficelles presque impossibles à voir. Ils ont été accrochés par plusieurs ficelles presque impossibles à voir. Et au-dessus, il y avait des anneaux qui raccrochaient ces ficelles. Et donc la scène a été jouée, encore une fois encore une fois avec un retardataire. Et le retardataire était en haut des ficelles accrochées aux petits anneaux. Donc il y avait des petits anneaux et la ficelle était accrochée aux petits anneaux. Il y avait un retardataire au-dessus, certainement. Il y avait un retardataire au-dessus qui raccrochait cette ficelle et le retardataire, lui qui raccrochait cette ficelle, allait donc, lorsque Olivia Wilde, Zoé, allait ouvrir les bras, faire monter d'un coup sec la corde et tous les meubles allaient se lever. Seulement, comme c'est des cordes très fines, à l'image, même avec une caméra, on ne les voit pas. Généralement, on met beaucoup de ficelles. Généralement, on met beaucoup de ficelles parce que c'est quand même des meubles, c'est lourd. Et donc, on met beaucoup de ficelles et généralement, on utilise des fils de pêche. Parce que les fils de pêche sont tellement blancs, transparents et translucides que même avec une caméra, on ne les voit pas. Même avec une caméra IMAX, on ne les verra pas, on ne les verrait pas. Donc un fil de pêche, c'est tellement fin, tellement petit, tellement translucide, enfin peut-être pas translucide parce que translucide ça veut dire transparent, mais c'est tellement fin et tellement petit qu'un fil de pêche, on ne le verrait pas avec une caméra. Même une caméra genre IMAX qui a été utilisée pour le film Nope, le dernier film de Jordan Peele. Donc c'est tout simplement comme ça qu'a été fait cette scène. Un retardataire, une corde qui a été accrochée, et le temps que Olivia Wilde puisse ouvrir ses bras, jouer la scène de celle qui met en lévitation tous les meubles, le retardataire a tiré tous les meubles vers le haut. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est simple. Bon, j'ai terminé, je mettrai une petite image de la scène à la fin.
Et on va passer au point que j'avais envie de rattraper par rapport à ma critique. Le feu, je disais dans ma critique que le feu avait été utilisé avec du faux papier et du faux plastique très léger, car il faut savoir que de temps en temps, il faut savoir que dans les films, on n'utilise pas tout le temps le feu. Dans les films, on n'utilise pas tout le temps le feu, parfois on utilise des rangées en plastique. On utilise des rangées en plastique à l'intérieur desquelles on fait passer de l'air très puissant, donc c'est des ventilateurs en fait. C'est des ventilateurs qu'on met sur les côtés des murs, pour montrer que ça brûle, que les murs brûlent. Et ces ventilateurs sont au pied des murs par terre, et il y a une puissance de ventilation tellement forte que les feuilles de plastique vont commencer à bouger comme des flammes et vont faire des mouvements pas des mouvements de rotation, mais des mouvements plutôt des aléas ils vont se secouer d'avant en arrière comme des flammes. Voilà. Il faut savoir qu'on peut utiliser cette technique. On peut utiliser cette technique-là. On peut mettre une ventilation très puissante dans une sorte de module très petit qu'on met contre les murs. Et alors cette ventilation va lever les morceaux de plastique vers le haut, qui vont faire des mouvements d'avant en arrière et qui vont faire des mouvements d'ondulation. Et on va avoir l'impression visuellement derrière la caméra que ça ressemble à des flammes. On va mettre des lumières jaunes en dessous, des lumières vives et puissantes. Et après, l'acteur ou l'actrice qui se trouve entre les flammes et derrière la caméra va pouvoir jouer tout en ayant l'impression que ce soit des flammes. Ici, pour avoir l'impression que ce soit des flammes, ils ont utilisé des flammes. Ils ont utilisé du feu. Ce qu'on peut faire aussi en cinéma, quand on veut utiliser du feu, qu'on veut mettre une fin avec du feu, ou alors qu'à un certain moment du film, on brûle une maison ou on fait exploser une voiture. C'est un exemple tout simple. Quand on brûle une maison, par exemple, ou alors quand on fait brûler quelque chose dans un film, on peut utiliser du vrai feu. Là, pour Lazarus Effect, c'est du vrai feu qui a été utilisé. On met une bonbonne de gaz dans laquelle on fait passer un tuyau. Il y a un tuyau en métal qui passe. Il y a un tuyau en métal qui est relié à cette bonbonne de gaz et il y a une pression qui est mise à l'intérieur et cette pression monte très 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 haut et on voit il y a un compteur qui monte, qui indique la pression de plus en plus fort. La pression, on la met jusqu'à où on veut qu'elle aille et ensuite on fait passer le gaz dans le tuyau en métal. Chaque tuyau en métal a un petit trou. Il y en a 4, 5 ou peut-être 6. Si on veut vraiment avoir beaucoup de flammes, généralement, il y en a 4 ou il y en a 5. Il y en a 4, il y en a 5, généralement, quand on veut beaucoup de flammes. Là, ce qu'on peut faire dans ces conditions-là, quand on tourne un film, ce qu'on peut faire, c'est cadrer la personne qui est censée être dans le feu uniquement derrière les flammes et rapprocher la caméra. On peut faire ça quand on utilise les flammes et c'est ce qu'ils ont fait pour Lazarus Effect. Pour Lazarus Effect, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé un gaz qu'ils ont mis dans une bonbonne relié à un tuyau dans lequel il y avait 4 trous, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, en regardant le tournage, j'ai vu 4 trous passer dans un tuyau auquel il y avait déjà une petite flamme. Il y avait déjà une petite flamme qui s'échappait des 4 trous. Ce qu'on fait ensuite, quand les 4 petites flammes s'échappent des 4 trous, on allume le gaz, et donc il y a 4 petites flammes qui vont s'échapper. Ensuite, pour augmenter les 4 petites flammes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un allume-feu. On va aller chercher un allume-feu, donc un briquet ou quelque chose comme ça. C'est plus grand qu'un briquet, évidemment, c'est beaucoup plus grand qu'un briquet. Pour le cinéma, c'est un genre d'allume-feu, un genre de chalumeau, voilà. Je ne retombais plus sur le nom. C'est un genre de chalumeau, et c'est un peu le même genre que vous avez chez vous pour allumer des bougies le soir. C'est un peu le même genre, et on va prendre un chalumeau, on va l'allumer, on va garder la flamme et on va venir poser la flamme du chalumeau sur cette flamme qui s'échappe du tuyau. La flamme va donc grandir et quand on aura allumé, en posant la flamme du chalumeau sur les 4 flammes, ça fera un feu qui aura une taille
assez grande pour pouvoir imaginer un incendie. La personne qui est censée se trouver dans le feu, donc là c'était Olivia Wilde qui jouait Zoé, on va uniquement la cadrer dans le centre des flammes pour montrer qu'elle est dans le feu. Dans un cas différent, dans un cas différent, dans lequel par exemple tu veux que la flamme soit de côté par rapport au cadre de la caméra. Si tu veux que la flamme soit cadrée de côté par rapport à la caméra, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend la même technique, on prend un tuyau dans lequel on fait passer du gaz, il y a 4 trous, quelqu'un vient donc les allumer avec le chalumeau, la flamme grandit, devient à tel point qu'on pourrait croire une flamme d'incendie. La personne qui est censée se trouver à côté de la flamme va être cadrée, mais la caméra va monter pour ne pas qu'on voit les tuyaux. Ça se passerait comme ça d'une certaine manière, ou alors on utilise la technique dont je vous ai parlé avant. Cette technique qui est donc d'utiliser du papier ou des plastiques très légers qui vont faire le mouvement d'une flamme, et on va les allumer avec une couleur jaune très vive, et on va mettre une ventilation très puissante pour avoir l'impression que ce soit des flammes. C'est comme ça qu'on fait en sorte de jouer avec le feu dans le cinéma. C'est comme ça qu'on joue avec le feu dans le cinéma. C'est soit avec la première technique, avec les mouvements d'ondulation qui sont faits avec des plastiques très légers, soit avec du vrai feu, donc du gaz et un tuyau sur lesquels il y a 4 trous sur lesquels on va venir allumer avec un chalumeau et faire une grande flamme et cadrer uniquement la personne qui est censée se trouver dans les flammes. C'est comme ça que ça se passerait. Et dernière chose à propos du film Lazarus Effect. Il faut savoir que Mark Duplass, Olivia Wilde, Donald Glover, Evan Peters, Sarah Bogler étaient très intéressés par le film et très accrochés ils étaient très accrochés à l'histoire du film. Donc ils n'étaient pas uniquement dans le film pour pouvoir avoir accepté de jouer. C'est simple, Olivia Wilde avait dit durant une interview, elle avait dit que c'était un film avec un message très important. Elle avait dit que c'était un film très important parce que ça parle de renaissance, ça parle de mort, ça parle à peu près d'une deuxième vie. Donc c'était très important pour Olivia Wilde, très important pour Mark Duplass, pour Donald Glover, Evan Peters et Sarah Bogler. C'était très important pour eux parce que c'est un peu un film qui parle d'une deuxième vie et d'une deuxième manière de voir la vie. C'était quelque chose de très important, donc il faut savoir que les acteurs de ce film, les acteurs principaux que je viens de citer plusieurs fois pendant la vidéo, étaient vraiment très accrochés au film. Ils étaient vraiment très accrochés au film et à la manière dont le film a été fait. Et il faut savoir que ça a été vraiment, vraiment très difficile de faire les make-up comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez clairement, mais ces make-up-là ont été très, très compliqués à faire. Olivia Wilde avait dit qu'elle avait beaucoup aimé cette fois-ci jouer le rôle de quelqu'un avec une violence et une sensibilité. Elle avait dit en interview qu'elle avait aimé jouer quelqu'un avec une sensibilité, avec un cauchemar derrière un passé très perturbant, avec une sensibilité très émotionnelle dans le film. Elle avait dit qu'elle avait beaucoup aimé jouer ce rôle avec une sensibilité et qui en même temps est un rôle méchant. Et que les make-up l'avaient fort intéressée et avaient été fort difficiles à faire, qu'il avait fallu beaucoup, beaucoup de temps pour pouvoir faire les make-up. Si je me rappelle bien, il a fallu au moins 3 ou 4 heures pour pouvoir copier l'impression qu'une personne est en train de brûler. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais sur cette photo-là, c'est pas qu'elle est en train de brûler. On voit réellement sa peau qui est en train de brûler comme si du papier était en train de brûler. Donc il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir imaginer quelque chose où on a l'impression qu'une personne avec de la peau et de la chair humaine est en train de brûler comme si c'était du papier. Donc il a fallu beaucoup de temps pour faire ça. Donc elle était vraiment très intéressée par le personnage méchant avec une sensibilité touchante dans le film et avec un passé très contraignant. Il faut savoir que le film a touché vraiment les acteurs et était un film qui les a fort intéressés, non pas seulement dans le contexte du film,
pas seulement par rapport pas seulement par rapport à la manière dont il a été contextualisé, mais vraiment par rapport à ce qu'il explique. C'est un film qui a fort touché les acteurs car ils étaient vraiment très intéressés et vraiment, vraiment à fond dans le type phare de la Renaissance. Ils étaient vraiment dans l'univers de Renaissance, deuxième vie, et cet univers de Renaissance et de deuxième vie les a fort touchés, donc c'est un film qui a beaucoup compté. Il l'avait dit lors du tournage que c'était un film qui avait vraiment beaucoup de potentiel. Marc Duplass avait dit que c'était un film qui avait beaucoup de potentiel, comme Olivia Wilde. C'était un film qui avait beaucoup de potentiel, elle l'avait dit aussi. Donc c'est un film qui a touché vraiment les acteurs parce que ce film avait du potentiel, avait un potentiel énorme et avait ce petit plus à lui. Ça, c'est moi qui le dis, mais je trouve que c'est vrai. Ce film a ce petit plus à lui, il a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les films d'horreur de possession. Il a quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les films de possession, quelque chose avec une histoire sentimentale, émotionnelle, quelque chose avec un passé qui n'est pas nécessairement lié à un démon ou à un être surnaturel, qui n'est pas nécessairement lié à un démon, un être surnaturel ou maléfique. C'est vraiment lié seulement à la recherche. Et c'est ça, je crois, qui a poussé. C'est ça, je crois, qui a poussé Mark Duplass, Olivia Wilde, Donald Glover, Evans Peters et Sarah Bogler à vraiment s'intéresser au film. C'est que ça pousse vraiment vers la recherche. C'est pas que ça pousse le film vers quelque chose de maléfique, de malveillant ou alors d'un démon. C'est pas ça, ça pousse vers la recherche, vers la médecine. Donc, ils étaient vraiment intéressés. Ça, c'était une chose que je voulais dire par rapport au film. Et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo, peut-être un prochain film sur lequel je vous expliquerai comment ça a été fait derrière la caméra.